et je vous laisse la parole. Très bien, Madame Buller. Bah, écoutez, c'est moi d'abord qui vous remercie, qui remercie IPA, qui remercie Madame Rubio, dont j'ai beaucoup apprécié l'intervention tout à l'heure, celle de Karine François, bien sûr, également, que je connais, et puis la présence de tous les participants. Bah, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir partager notre expérience au CHU de Lille. C'est une partie de ma vie que je vais vous raconter parce que alors je suis devenu finalement président d'IHAB France un peu par hasard et j'en suis parfaitement heureux. Mais donc je vais vous raconter un peu la manière dont le CHU de Lille est devenu première maternité IHAB et ce faisant vous convaincre que c'est vraiment une démarche qui va transformer en profondeur nos établissements. Alors oui, on a été labellisé en 2015 et puis relabellisé en 2019. On est fiers. Maintenant, ça n'a pas été facile. Il faut être honnête. Parce que on va le voir, plus c'est grand, plus c'est difficile parce qu'il faut avoir tous le même langage. Et la solution, c'est clair, c'est la formation. Et la formation est un peu chère. Mais ça vaut vraiment le coup. Alors, on voit tout de suite sur cette carte de France que nous, on a eu beaucoup de chance, mais je vois que ça vient chez vous, c'est que on a été plusieurs à faire la démarche ensemble et on s'est entraidé finalement entre maternités. Et ça a été vraiment un facteur clé de succès. J'en profite d'ailleurs pour saluer au passage les autres maternités labellisées d'Auvergne-Rhône-Alpes et puis les 6 maternités en démarche. Alors, donc moi, je suis à Jeanne de Flandre depuis son ouverture en 96. C'était la réunion de 2 maternités qui faisaient plus de 2000 accouchements. Et le défi d'emblée, ça a été de savoir si on allait être une grande maternité, une grosse usine. Et nos détracteurs nous appelaient un peu l'usine à bébés. On savait qu'on y était en sécurité physique, ça c'est sûr, avec un plateau technique super, mais on ne savait pas si on avait la qualité des soins, l'humanité suffisante. Niveau 3, 5500 accouchements, un centre de recours un peu extraordinaire pour une grande région de 4 millions d'habitants, un plateau technique de qualité, une culture de la qualité, ça, on peut le dire, des RMM depuis très longtemps. 167 lits, 333 soignants, mais, et ça, je le regrette encore un peu parfois, mais ça c'est la grandeur qui veut ça, une prise en charge un peu morcelée, c'est-à-dire que si vous avez une grossesse qui devient à haut risque, vous avez l'hôpital de jour, et après l'hôpital de jour, vous avez l'hospitalisation continue, et après vous avez le bloc, et après vous avez les suites de naissance. On ne peut pas faire autrement, et il faut que toutes ces... comment je dirais, l'articulation entre ces différents secteurs soit bonne. Et c'est à ce moment-là qu'on sait qu'on était bien pris en charge. Et on sait qu'on peut y avoir toujours des petits couacs, je dirais, de dissonance, je dirais, éventuellement, entre des secteurs différents ou même à l'intérieur de secteurs. Alors, on avait envie d'humaniser nos soins, probablement c'est ça qui a fait qu'on a voulu faire l'IHAB. À vrai dire, je vais passer la diapo suivante, moi je le dis sincèrement, en tant que gynécologue obstétricien, je n'avais pas compris ce qu'était l'IHAB. Je dis ça parce que probablement que certains d'entre vous ont du mal à convaincre les gynécologues obstétriciens, qui sont pas des gens, qui sont des gens manuels, mais qui sont pas des gens bêtes, mais qui comprennent pas vraiment ce que c'est. Et moi, sincèrement, j'ai fait confiance aux pédiatres parce qu'on a des pédiatres formidables. Je me suis lancé dedans avec mes collègues gynécos, mais on a suivi un mouvement en faisant confiance. Et c'est finalement ça que j'ai envie de dire aux sages-femmes qui nous écoutent, aux gynécologues qui nous écoutent. S'il y en a, ils sont peut-être pas très nombreux. Il faut faire confiance à ce mouvement qui va nous apporter quelque chose d'extraordinaire que je vais essayer de montrer. Et donc, on avait une montagne à soulever, mais on savait pas exactement pourquoi. On savait que
quelque part, ça améliorerait notre manière de communiquer avec les gens, mais on savait bien sûr que c'était beaucoup autour de l'allaitement, notamment au départ. Et on a sûrement fait quelques erreurs d'être un peu trop militant au départ, mais on savait pas où ça nous emmenait. Alors heureusement, on s'est entraîné entre maternités, on a visité des maternités IHAB autour de nous, et puis on s'est passé des trucs de maternité en maternité. Voilà, finalement, je vous raconte un peu pratiquement comment ça s'est passé. Dans la maternité, finalement, c'est un groupe de personnes convaincues, bien sûr des pédiatres, bien sûr des puéricultrices, mais également des sages-femmes, qui ont été le comité de pilotage et qui nous ont convaincus de les suivre. Et parce qu'on a un esprit d'équipe, on les a suivis. Le reste de l'équipe, elle a fait confiance. Elle s'est laissée finalement contaminer. Et c'est moi, secondairement, qui ai compris ce que c'était que ce mouvement, qui ai cherché d'ailleurs peut-être à l'enrichir. En tout cas, c'est un très très beau mouvement avec un état d'esprit qui donne envie. Et bien sûr, la bienveillance est la première des qualités qu'il faut avoir entre nous si on veut être bienveillant avec les parents. Et puis une démarche des petits pas. Alors, je dis toujours la montagne est grosse, mais on va la couper en petits morceaux. Et puis on va chacun s'occuper d'une partie. Et c'est comme ça qu'on fait avancer les morceaux en parallèle et qu'on y arrive. Alors évidemment, je ne rentre pas dans le détail des 12 recommandations, alors les 12 steps, les 12 étapes de l'IHAB, mais c'est vrai que pour le coup, ces recommandations, c'est celles qu'il faut, comment je dirais, celles à laquelle il faut adhérer et réussir pour avoir le label. Et ça va être le fil conducteur. Voilà. Moi, je les connais pas par cœur, même si en réalité, je les utilise tous les jours. Mais ça, c'est vraiment notre fil conducteur. Alors voilà, avoir une politique de service, afficher une charte pour les patientes. Vous verrez que nous, on fait une charte en image. Hein. Chacun fait la charte qu'il veut. Former le personnel, bien sûr. Respecter le code OMS. On en reparlera peut-être dans les questions tout à l'heure. Code OMS, c'est celui qui veut qu'il n'y ait pas de publicité pour les laits artificiels et que si nous recevons de l'argent quelque part de l'industrie privée, que nous le déclarions. Voilà. Informer pendant la grossesse, je vais y revenir, c'est essentiel. Accompagner le travail et l'accouchement de manière physiologique, favoriser le pot à pot et la naissance, ça c'est absolument la clé de tout. Respecter la proximité 24/24, ce qui fait qu'on a fermé les nurseries, c'était tout un changement de culture, pas facile, surtout quand bébé nous fait sa nuit de Java et qu'on est usé et qu'on aimerait bien le donner à quelqu'un et qu'il y a toujours du personnel qui est prêt à prendre un bébé et du coup à séparer la mère et l'enfant. Proposer un relais après la sortie, bien sûr. Accompagner le démarrage de l'alimentation, alimentation aux signes d'éveil, apprendre les signes d'éveil. Et puis je ne vois pas le dernier parce que il est voilà, ne pas donner de bible et de compléments. Voilà. Ça, c'est évidemment la bible un petit peu de l'IHAB, ce à quoi il faut réussir. Mais au fond, les valeurs, elles sont là. Je reprends cette diapositive que Caroline m'a envoyée. Information, accompagnement, respect. Par exemple, regarder le papa pendant les consultations prénatales. Je me suis aperçu que j'ai dû vivre 25 ans sans regarder les papas. Et c'est horrible, hein, mais depuis que je les regarde, ça change tout. Ils existent. Je leur donne vie dans la famille et ça change complètement la relation, par exemple. Bien traitant ses qualités et des soins centrés sur les besoins de l'enfant et de la famille, faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Alors, je dis ça, puis à la fois, moi j'avais l'impression qu'avant l'IHAB, j'avais l'impression de faire tout ça. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on fait tout ça, mais beaucoup plus et beaucoup mieux, en réalité. Voilà, une petite diapo, là on avait fait un petit film pour les 20 ans de Jeanne de Flandre. En fait, cette bienveillance, elle doit soudre finalement de l'ensemble du service, que ça soit l'hôtesse qui accueille, la personne qui nettoie, les brancardiers, ici on voit la direction, les hommes des travaux. C'est une ambiance qui s'installe, une meilleure communication aussi entre nous. Donc oui, ça dépasse un peu
le cas des 12 recommandations IHABC, hein, bien sûr. Et puis, alors, moi, je vais dire ce qui m'a complètement bouleversé, qui m'a fait, là, pour le coup, je dirais, devenir président d'IHAB France. C'est que j'ai compris que avec ce pot à pot, avec cet allaitement, on renforçait quelque chose d'incroyablement utile, qui est l'attachement. Alors, l'attachement, c'est connu par les pédiatres depuis la fin du XXe siècle. C'est la plus grande découverte de la psychiatrie depuis Freud. Hein. Donc, il y a eu Freud début du XXe, et puis John Bowlby et collaborateurs à la fin du XXe. Hein. On sait que quand un enfant, un petit animal arrive, eh bien, c'est les figures qu'il va rencontrer, auxquelles il va s'attacher. Alors, c'est vrai chez les oiseaux. On voit aussi que chez le petit singe va se réconforter tout de suite sur un morceau de fourrure. Ces expériences de Harlow en 1950-60, il va passer son temps à essayer d'être câliné plutôt que d'aller vers le biberon là où il a à manger. On a tous besoin d'être rassuré, d'être mis en peau à peau, d'être câliné, d'être aimé, voilà. Et c'est parce qu'on est aimé, c'est qu'on est en sécurité. Et c'est parce qu'on est en sécurité qu'on va pouvoir faire une visioconférence ensemble cet après-midi, qu'on va pouvoir avoir un métier, sortir de chez soi, aller vers le monde et le découvrir. Et ça, c'est vrai complètement pour les enfants. Et donc, j'ai pris conscience que cet allaitement, ce pot à pot, ces parents qui vont entourer l'enfant, vont rendre l'enfant plus fort, je dirais, pour découvrir la vie, plus en sécurité, je dirais. Et donc, c'est le concept de sécurité affective, finalement. Donc, vous voyez que la grande révolution, elle est là, et c'est pour ça que c'est si lent à se mettre en place. C'est que pendant 50 ans, 70 ans, nous avons, mes collègues et moi, essayé d'assurer une sécurité physique autour de l'accouchement. Et c'est bien notre essentiel, que le bébé ne meure pas, que la maman ne meure pas. Ça reste notre essentiel. Mais aussi, une sécurité affective, et je suis sûr que les sages-femmes et toutes les femmes en général connaissent bien mieux ça que les hommes, hein, mais c'est cette sécurité affective qui fait qu'un enfant va se développer parce qu'il est dans l'interaction avec sa mère, et que c'est ça qui fait que son cerveau se développe, c'est cette sécurité, ces interactions. Et bien sûr, tous les neuropsychiatres, tous les neurologues, alors à commencer par Boris Cyrulnik, que tout le monde connaît avec sa résilience, Stanislas Dehaene qui est Monsieur Cerveau en France, donc tout nous démontre que tous les mécanismes de l'attachement sont maintenant biologiquement, je dirais, programmés avec la dopamine, avec l'ocytocine. Quand vous prenez un bébé en peau à peau tout de suite après la naissance, eh bien, il y a les hormones, je dirais, du bonheur et de l'attachement. On le voit, on le mesure indirectement en césarienne. On voit la fréquence cardiaque qui s'abaisse, hein, les mamans qui ont l'impression que la césarienne s'est beaucoup mieux passée que la fois précédente où elle n'avait pas le bébé, voilà, qu'elle a eu beaucoup moins mal. Toutes ces hormones favorisent l'attachement. Je vais vous dire ensuite ce qui s'est passé dans le service, hein, mais là je vous dis un petit peu le contexte. Donc dans une maternité universitaire, il fallait forcément que tout ce qui était dit ait une réalité universitaire, et donc plusieurs personnes de notre service, je n'en fais pas partie, ont eu le DU lactation qui est vraiment de très haut niveau. Alors quelques personnes seulement peuvent l'avoir, il est assez difficile, mais c'était important. Nous-mêmes, nous avons mené quelques études que nous avons publiées dans des bonnes revues, notamment la première et la quatrième, là j'y suis associé. La première, c'était sur ce qui se passe pendant les 2 premières heures après la naissance du bébé, et les interruptions qu'on peut avoir pendant ces 2 heures. On a mesuré ces interruptions, on a vu que il fallait arrêter d'interrompre le bébé, ce pot à pot, parce que ça retardait la mise en place de l'allaitement, ça perturbait les relations, et on a du coup changé beaucoup de pratiques. Par exemple, on ne laisse plus les bébés avant 2 heures. Voilà, on ne les mesure plus. Les soins se font sur la maman pour l'essentiel. Et la dernière, c'était une publication sur le pot à pot en césarienne qui était assez maintenant connue, mais enfin, ça n'a pas été facile
mettre en place. Il faut que les anesthésistes soient non seulement d'accord, mais partants. Et on a la chance d'avoir une équipe d'anesthésie qui est vraiment, même dans les codes rouges finalement, donc permet au papa d'être présent. Alors, dans la démarche aussi, on s'est aidé à un moment d'une visite en Suède. Vous voyez, c'était déjà après notre première labellisation en 2015. Et ça moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que tous les pays scandinaves sont labellisés IHAB pour pratiquement toute leur maternité, en tout cas l'essentiel. On avait aussi qu'ils utilisaient le lean management, la résolution par problème, on va dire. Donc ça nous a conforté dans l'idée qu'on était sur la bonne voie. Puis plus récemment, mais ça j'en parlerai aussi à la fin, donc on a compris aussi que l'IHAB nous amenait progressivement vers un meilleur soutien à la parentalité. Et donc c'est vrai que depuis maintenant 2013, on a mis en place des petites vidéos. Là c'est une vidéo que je vous montre pas, mais on a peut-être 15-18 vidéos qui tournent en salle d'attente, qu'on a fait nous-mêmes, qui sont des petites vidéos un peu naïves, mais qui font passer les messages clés pour les mamans. Par exemple, quand est-ce qu'on vient aux urgences, comment les 10 points clés de l'allaitement. Là, c'est la prévention du bébé secoué, par exemple, pour que si un jour donc elles sont toutes sous-titrées, ils sont débordés par les pleurs de leur bébé pour éviter d'en arriver à les secouer. Voilà, c'est le thermomètre de la colère. Qu'est-ce que vous ferez quand votre bébé aura des pleurs incessants? Voilà, donc la démarche IHAB finalement est une démarche qui nous met en route vers un soutien à la parentalité. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'on a fait, oui, alors je pourrais montrer des choses qui étaient faut regarder les choses humblement. Au début, comme on savait pas où on allait, on a fait des petits guides qui valaient pas grand-chose, mais c'était fait par nous. Et donc, ça avait de la valeur. On a fait un flyer prénatal dans lequel on propose toutes les préparations qui peuvent se faire, et on les fait pratiquement surtout en ville, en collaboration avec la ville. On a créé un site internet attractif et informatif, donc les vidéos, je viens d'en parler. Évidemment, comme vous, on essaye d'appliquer les recommandations du CNJOS de 2017 concernant le travail physiologique. Et j'ai le plaisir de constater, parce que c'est une thèse récente, qu'on a diminué notre prescription d'ocytocine de 48% des patientes à 28%. Et en même temps, on a diminué notre taux d'hémorragie de la délivrance et on a diminué notre taux d'enfants qui avaient un pH inférieur à 7,10. Voilà. Alors, le prix, c'est que les accouchements durent 1h30 en plus, mais il y a une meilleure satisfaction, il y a une meilleure santé indéniable. Voilà. On a enrichi notre préparation à la naissance de méthode Bonaparte, du chant prénatal aussi, et de danse prénatale également. Voilà. Bon, c'est notre méthode à nous, mais bien sûr que vous en trouverez d'autres, chacun les siennes, comme a dit Caroline tout à l'heure. Bien sûr que le bois-peau est immédiat, ininterrompu, et ça, ceux d'entre vous qui le font, et je suis sûr que vous faites déjà de l'IHAB sans le savoir, bon, ça change tout. Ensuite de naissance, on avait beaucoup de mamans fatiguées, parfois un peu exténuées par les pleurs du nouveau-né, et c'est sûr que le pot-à-pot est assez magique. Quand papa et maman peuvent profiter de la moindre heure pour dormir et ensuite prendre leur bébé en pot-à-pot, toute la famille va beaucoup mieux. Le clampage tardif, bien sûr, mais je crois que maintenant c'est généralisé à 1 minute. L'arrêt des prélèvements gastriques, tout ça, ça fait partie de la démarche. Voilà, le papa présent pendant la césarienne, j'en ai parlé. Alors les transferts, Caroline en a parlé tout à l'heure, c'est sûr que il y a une espèce d'attention viscérale à ce que la maman, le papa et le bébé soient pas séparés. Et je dois dire que moi j'ai énormément progressé, je le confesse. Pendant les 10 premières années de Jeanne de Flandre, on n'avait jamais de place pour accueillir les mamans dont les bébés avaient été transférés dans le service de néonat et qui venaient qui de Maubeuge, qui de Saint-Omer, voilà. Et quand on a compris
l'importance de l'attachement, eh bien, c'est plus devenu vivable. Et on a trouvé des solutions, on a raccourci un peu les séjours, comme tout le monde, et on a eu de la place systématiquement, pratiquement, pour prendre les mamans des bébés qui étaient transférés en néonatologie. Voilà. Alors, sur les bandeaux de portage, on a une réunion, on a un copie des HAB cette semaine, on se trouve pas bon. À la fois, on a des mannequins là qui sont dans le service et qui montrent le portage, mais comme moi par exemple, je sais pas mettre un bandeau de portage. Ça paraît bête, mais c'est pas si simple que ça. Or, si je sais pas, je peux pas le conseiller à mes patientes. Voilà, donc on a dit qu'on allait faire des ateliers pour le portage et pour le pot à pot prolongé en néonat. Alors là, c'est devenu systématique, c'est très très impressionnant. Quand on va en néonatologie, alors sauf quand il y a des bébés qui sont très réanimatoires, mais dès qu'ils sont plus réanimatoires, dès qu'ils n'ont besoin que d'oxygène et de perfusion, eh bien ils sont tous en pot à pot avec les parents pendant des heures. Et on sait que ça, non seulement, bien sûr, c'est bon pour la sécurité affective, mais aussi pour la sécurité physique, puisque finalement, on l'a vu en Suède, les bébés qui sont réanimés en pot à pot et qui sont sur leur maman en pot à pot gagnent 15 jours d'hospitalisation et des points de QI sur leur développement cérébral en diminuant les lésions de la substance blanche. Alors aussi, oui, ça c'est quelque chose que moi je ne connaissais pas. L'expression manuelle dès la naissance, finalement. Toute maman qui souhaite allaiter doit avoir 2 expressions manuelles avant H6. Eh ben, on a mesuré tout ça et on voit qu'au début, mais c'était on le faisait, mais dans les 24 heures, voilà. Et donc, on a appris, même en anténatal, on a des petits bouts de sein en laine là, et donc on dit voilà, votre enfant est prématuré, mais vous allez pouvoir faire quelque chose. Donc, on exprime le sein, on exprime le colostrum et ça favorise le démarrage de l'allaitement. C'est pas des grosses choses, mais c'est des choses importantes. Et si on est tous cohérents pour dire ça, ça fait un bien fou et ça marche. Alors, en néonatologie, j'aurais pu mettre beaucoup plus de diapositives. J'ai sélectionné. Il y a un espace parent, bien sûr. Il y a un espace fratrie également. Le maximum de soins se font en pot à pot. Malheureusement, nos box n'ont pas été prévues correctement initialement et on aspire un jour à avoir que des chambres mère, père, enfant. Et pour l'instant, on se débrouille avec des lits de camp, avec les moyens du bord. Voilà, l'espace fratrie, j'en ai parlé. La place du papa, évidemment. Être papa en néonat, ça c'est vraiment important. Il y a un tel sentiment en plus de culpabilité quand on est accouché prématurément. On a besoin de se sentir acteur. L'expression, alors oui, c'est important. On voit des papas ici qui traversent la maternité avec une petite cuillère dans laquelle il y a du colostrum. Si la maman vient d'avoir une césarienne, donc il s'agit d'exprimer un petit peu le colostrum et puis d'aller d'en donner un petit peu à la cuillère au bébé. Ça c'est très chouette parce que d'abord c'est bon pour le bébé et puis 2 c'est l'action du papa. Il a sa mission. Les tire-laits, on en a de plus en plus. Le tire-allaitement fait partie de l'allaitement, clairement pour nous. Et donc là c'est chouette parce que c'est quand même venu dans la culture. En anténatal on dit surtout n'hésitez pas, prenez vite le tire-lait. Les 4-5 premiers jours votre bébé va perdre du poids. Vous aurez l'impression que vous n'êtes pas une bonne maman, alors qu'en réalité le lait est en train de se fabriquer. Et puis au 5e jour, au moment où le lait arrivera, vous aurez mal à gauche, une crevasse à droite. Et là, le tire-lait sera votre ami que vous pouvez avoir pratiquement dans l'heure où vous le demandez. Voilà, des tétés plus précoces, le lait cru. On a la chance de pouvoir donner le lait de la maman ici aux prématurés dans toutes les conditions, ça c'est bien. Alors les étapes clés de la démarche, c'est assez classique et je vais pas être trop long. C'est premièrement l'état des lieux nécessaire au démarrage.
Et là, l'IHAB est vraiment génial parce qu'elle nous accompagne de bout en bout. La création du comité de pilotage avec des groupes de travail. Hein, on se sépare les recommandations. Alors, il y en a qui vont sur la formation, il y en a qui vont sur l'information anténatale, postnatale, etc. Il y a pas mal d'outils qui nous sont passés par IHAB France. On a créé aussi nous-mêmes, vous l'avez vu. On fait des recherches bibliographiques également. Donc, on se débrouille, on a de l'aide à tous les étages. Après, il y a la production de documents. Forcément, on modifie son dossier médical, on modifie un petit peu les protocoles. On crée une politique, une politique IHAB qu'on remet à tous les nouveaux arrivants pour qu'ils sachent quelles sont nos orientations. On a la charte. Au début, on l'avait faite sous la forme d'un document écrit, puis finalement, on a fait une charte photo que moi j'aime beaucoup, qui est maintenant en kakémono à l'entrée, les flyers d'information prénatale, je l'ai dit, le site de la maternité que vous pouvez tout à fait visiter, qui est perfectible, hein, mais il y a quelques-unes de nos petites vidéos qui sont dessus, des affiches en salle de naissance, les 5 critères qu'on doit respecter pour ne pas que le bébé je dirais s'étouffe. Vous le savez bien, il y a ces accidents d'asphyxie sur le sein de la maman. Voilà, tous ces outils-là, il faut les créer. Et puis ensuite, eh bien, il faut évaluer. Ça, c'est sûr que l'IHAB évalue beaucoup. Recueil mensuel de données statistiques sur l'alimentation du nouveau-né. On nous a mis aucune pression sur l'allaitement. Simplement que l'information soit bien faite et qu'on dise à peu près tous la même chose. Et puis des auto-évaluations régulières avec un questionnaire maman à la sortie. Mais on peut dire l'allaitement, il fallait bien aider les patientes qui le souhaitaient. C'était ça l'objectif. Peut-être au début, on s'est mis un peu trop de pression. On a été militant dans les années 2013-2014 et des patientes nous ont reproché. Et depuis, franchement, voilà, on apprend comment on prépare un biberon. Et donc, on vérifie que bien toute patiente qui souhaite le biberon, notamment si elle est nullipare, si elle est multipare, c'est moins important, mais si elle est nullipare, qu'elle sait bien comment on fait. On disait l'autre jour qu'il fallait même faire des exercices pratiques. Voilà, donc la formation, c'est vraiment le fondement du programme IHAB. Ça permet de vaincre les résistances en douceur. Les gens sont contents d'aller en formation ensemble. Moi-même, j'ai eu 3 jours de formation sur l'allaitement qui étaient absolument passionnants, sur les positions d'allaitement. Enfin bon, j'ai vraiment eu 3 jours extraordinaires. C'est vrai que financièrement, pour le coup, c'est assez cher, comme le disait Caroline, c'est ça qui est cher dans l'IHAB. Nous sommes nombreux, je crois que en tout, on a dû payer, tenez-vous bien, 240 000 € sur les 4 premières années de formation personnelle. Bon, dans une maternité un pôle qui a 66 millions de chiffre d'affaires, c'est quelque part c'est normal, cette formation, il faut passer par là. Nous, ça a duré 5 ans, c'est-à-dire que ça devait durer 4 et on se sentait pas prêt. Et au moment où on se sentait pas prêt, on nous a dit mais non, mais en fait c'est très bien, c'est mieux que vous croyez. Donc on a été encouragés. Voilà, il faut pas. À la fois c'est exigeant, mais à la fois c'est bienveillant. Et c'est ça que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on nous a pas jugés, on nous a aidés à arriver, je dirais, aux objectifs des 12 recommandations. Voilà, alors on a choisi une formation extérieure. Bien sûr, c'est plus cher, mais vu la masse de personnel à former, c'est évident que c'est ça qu'il fallait faire. C'est plus facile pour faire passer des messages, c'est que nul n'est prophète en son pays. Et donc, on a fait appel à une association. Et puis, au départ, cette association peut servir un peu de bouc émissaire, finalement. C'est elle qui fait. Et si on n'est pas content, on peut se révolter un peu contre elle si on n'est pas content des nouvelles connaissances qu'on acquiert. Mais on peut dire qu'on n'a pas vraiment eu de souci de ce côté-là. Et puis pour le reste, en gros, on a fait avec nos mains, voilà, des imprimantes couleurs de temps en temps et de la plastification. Convaincre la direction, ça n'a pas été difficile chez nous. Et personnellement, moi, je veux bien vous aider les unes et les autres si vous avez du mal avec vos directions, parfois un petit coup de fil. On a aussi des directeurs, le directeur d'Amiens, de la clinique Pochet,
qui saura convaincre votre direction que franchement, c'est un plus incroyable pour la qualité des soins et pour l'attractivité aussi de la maternité. Il ne faut pas le cacher. Pour Jeanne de Flandre, ça a été vraiment essentiel. Alors, avoir le soutien du chef, ça c'est une diapo qui est faite Béatrice Mesdag, hypnopédiatre. C'est vrai que c'est important. Pour le coup, c'était moi à l'époque et maintenant c'est Madame de Barge. On est tous les deux convaincus. Ça va mieux quand le chef de service, le cadre sup sont tous les deux persuadés. Ça peut se faire sinon, mais c'est un peu plus difficile, évidemment, parce qu'on rencontre des difficultés, on les résout les unes après les autres. Alors, les difficultés rencontrées, une équipe de grande taille qui se renouvelle souvent. Alors là, c'est formidable parce que nous, tous nos étudiants, tous nos internes, dès qu'ils arrivent, ils ont 2 heures de formation sur l'allaitement. On avait fait un petit quiz d'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on l'a pas passé, mais qu'on se repasse de temps en temps pour vérifier qu'on a toujours bien les connaissances. L'IHAB n'est pas le seul projet, hein, donc on a beaucoup de choses à faire et comme disait Caroline tout à l'heure, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, mais en fait ça va changer la manière dont on travaille et finalement c'est pas plus de travail. Nos atouts, ça a été vraiment la région, c'était l'état de la France au moment où on a eu le label en 2015. Vous voyez qu'il y avait moins de maternités, mais il y en avait déjà beaucoup dans le Nord. On a eu le réseau de soins, et maintenant on peut dire on a l'ARS, parce que j'ai écouté avec attention Madame Rubio tout à l'heure, et franchement je vous admire. Nous aussi, on a une ARS franchement dynamique, et Madame Vérité aimerait bien qu'on devienne région IHAB, parce qu'on s'entraîne et on s'entraîne les uns les autres. Donc on a pu mutualiser un certain nombre d'outils qu'on s'est passés les uns aux autres. Voilà, maintenant on récolte les fruits. Hein. C'est sûr que les parents nous font beaucoup de félicitations sur ce qu'est devenu la maternité. L'équipe également, il y a une implication des personnels qui fait qu'on a des objectifs d'humanité qui sont très chouettes. On doit être revalidé en 2023, donc on s'arrête pas. En réalité, il faut reconnaître qu'après la labellisation, il y a toujours un petit creux, mais ensuite, on repart. C'est incroyable qu'entre 2015 et 2019, on a encore progressé. Et là, en 2023, on va progresser encore. Alors, attention, il y a des choses qui reculent un peu, qu'il faut toujours maintenir, revenir dessus. L'information prénatale, par exemple, je suis sûr qu'elle a reculé. Bon, voilà, faut revenir toujours dessus, mais on repart plus loin qu'on avait reculé. Évidemment, nous aussi, Caroline François l'a dit, on est extrêmement heureux du rapport 1000 jours d'Adrien Taquet du ministère de la Santé, un rapport qui a été voulu par Emmanuel Macron et groupe de pilotage qui a été dirigé par Boris Cyrulnik. Il est bien évident que nous sommes en train de vivre une espèce de révolution tranquille, c'est-à-dire que nos maternités, qui étaient les endroits où on venait accoucher en sécurité physique, deviennent des maternités où on est en sécurité affective et où se construit la parentalité. Et nous, on en a pour 10 ans de boulot au moins sur tout ce qu'on veut faire pour aider les pères, les mères à devenir les bons parents qu'ils sont déjà, mais qu'ils veulent devenir en plus. Je ne sais pas, je crois que c'est la dernière diapositive. J'étais peut-être un chou galon. Et je laisse la parole à... Merci. Alors c'est Céline là qui reprend la parole. Merci beaucoup, professeur Tuptil, c'était très intéressant. Et on a pas mal de questions. Je vais laisser Marie-Xavier vous sélectionner 2-3 questions les autres, on pourra aussi les passer au temps d'échange qui est prévu dans quelques minutes. Alors, il y a beaucoup de questions à propos des formations des professionnels qu'on va un petit peu regrouper. Alors, il y a une première question, la formation professionnelle, elle est financée par qui? Alors, peut-être qu'à un moment, c'est Caroline François, je ne sais pas si Caroline peut prendre la parole, mais elle le fait quand elle veut, parce qu'elle est plus qualifiée que moi. Bon, pour cette réponse, je peux dire que notre formation a été entièrement financée par les budgets de formation du CHU, puisqu'on a des crédits de formation. En gros, ça a pris tous nos budgets de formation pendant 4 ans. Alors c'est vrai c'est un choix qu'on a fait, mais on l'a assumé et le CHU nous a aidés parce que à un moment il manquait 10 000, 20 000 euros certaines années
mais ça a mangé tous nos crédits de formation. Ok. Est-ce que les équipes qui avaient déjà fait une formation à propos de tel ou tel thème doivent les refaire une fois qu'elles sont lancées dans la démarche? Ou est-ce qu'on peut se baser, j'imagine que la question c'est de savoir est-ce qu'on peut s'appuyer sur nos acquis? Vous avez déjà plus ou moins répondu, mais est-ce que vous pouvez repréciser? Alors, je ne sais pas. Je peux compléter Oui, si merci. vous voulez, Damien. Ouais. Ouais, en fait, oui, ce qu'il y a, il faut que le cahier des charges soit rempli et la précision du contenu de la formation, elle est notée dans l'auto-évaluation, dans la recommandation 2. Donc, il y a, j'ai envie de dire, un package sur les rythmes et besoins des bébés, l'allaitement maternel, les 12 recommandations IHAB, l'accompagnement de l'alimentation artificielle et puis tout le côté empathie, accompagnement des parents. Donc, si vous avez déjà bénéficié ou certaines personnes de votre équipe de ces thèmes-là en formation, ça peut être tout à fait validant. L'idée, c'est que ce soit actualisé. Donc, ça peut se contrôler dans le service ou par le biais de la pratique clinique, mais ça peut être déjà acquis en partie en tout cas. Je peux rajouter une petite chose aussi, si vous voulez bien. Merci. Est-ce que je peux rajouter une petite chose? Parce que parfois, ça fait peur. Oui. Mais par exemple, nous, les médecins, au départ, on n'a que 2 heures de formation tous, les gynécologues obstétriciens. Et puis, c'est secondairement qu'un certain nombre d'entre nous ont désiré faire 3 jours. Mais vous voyez que la formation, elle est modulée en fonction de la fonction qu'on a dans le service. Mais par exemple, toutes les AS, ADP, toutes les puéricultrices, toutes les sages-femmes ont eu 3 jours de formation. Mais tout le monde n'a pas forcément la même quantité parce qu'on peut pas forcément tous tout faire. Ok. Alors, on va passer plutôt à des questions, alors, à ce moment-là, un peu plus techniques. Une question de Madame Belay. Le clampage tardif du cordon est-il compatible avec la réalisation des prélèvements au cordon des pH artériels et veineux, obligation médico-légale? Elle met entre parenthèses. Oui, très bonne question. Oui. En fait, il reste toujours un petit peu de sang au bout d'une minute. Hein. Alors, si on attendait jusque 5 minutes, je ne sais pas. Mais comme on fait 1 minute, et c'est donc quand moi j'ai un forceps, une ventouse par exemple, donc c'est la sage-femme qui me dit hop 1 minute, vous pouvez clamper. Voilà, il va me rester toujours un petit peu de sang à ce moment-là. Sinon, on pourrait le prendre. Si on était en difficulté, on pourrait le prendre sur place centrale. Mais il en reste toujours, oui, sans problème. D'accord. Alors, il y avait une autre question à propos du portage, donc une personne qui précise que vous avez parlé de bandeaux de portage alors que ce sont des bandeaux de peau à peau. Et donc ça permet pas de porter les bébés. J'imagine qu'il y a un risque qu'ils tombent. Voilà. Mais peut-être comme vous avez dit que vous alliez faire une formation prochainement, vous allez peut-être préciser ça. C'était bien des bandeaux de peau à peau qu'on voyait sur les mannequins? Oui, je pense que oui. Mais oui, c'est des bandeaux de peau à peau. C'est ce que Monsieur Subtil a voulu dire.